Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Impactante le podcast. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un métier encore trop méconnu mais tellement précieux, celui de doula. À mes côtés, Elodie, doula passionnée et formatrice de sa propre école de formation, les Doulas des Lunes. Ensemble, nous allons parler de l'accompagnement des femmes et des familles, de ce qu'on appelle la naissance respectée, de l'importance d'être actrice de son enfantement, mais aussi des dérives possibles autour de cette pratique. Un échange riche et sincère pour mieux comprendre ce rôle unique et réfléchir à la place que la société accorde ou pas à la naissance et à celles qui la vivent. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour recevoir chaque semaine le résumé du podcast, la présentation de nos invités et un article ou des tips sur le thème de la semaine, inscris-toi à notre newsletter via le lien en description. Salut Elodie! Salut Barbara, merci. Ça va? Je vais très bien. Je suis très heureuse de partager cet espace avec toi. Oui, moi aussi, je suis super contente de t'accueillir. En plus, on va parler d'un thème qu'on n'a pas du tout abordé sur Impactante, qui me semble vraiment important d'aborder parce que c'est un sujet qui est vraiment dans l'air du temps. On voit passer de plus en plus de choses sur les réseaux. Mm. D'ailleurs, on y reviendra, mais il y a du bon comme du mauvais comme dans chaque domaine. Et du coup, c'est sur le métier de doula. Oui. Donc déjà, toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton chemin personnel et professionnel qui t'a amené à devenir doula et à créer ta propre école de formation? Mm. C'est d'abord mon chemin personnel en fait qui m'a amenée à devenir doula comme beaucoup de femmes d'ailleurs. Mhm. C'est ma première expérience de grossesse, de naissance, de postpartum plutôt difficile, j'ose même dire pathologique et traumatisante. D'accord. Qui ont fait qu'un jour, ben, j'avais mon bébé, j'étais au bout du rouleau, et puis j'ai dû taper sur Google quelque chose comme aide, soutien, jeune maman, tristesse ou quelque chose comme ça. Et puis j'ai découvert le monde des doulas, et ça a été comme un nouveau monde, quoi. Je me suis dit, ah, mais c'est fantastique. Enfin, cette femme, si je connaissais ce métier, si j'avais une doula à mes côtés la dernière année là que je viens de vivre, ma vie serait complètement différente. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombée dans le monde des doulas. Et alors, j'ai déjà pris soin de moi. Mhm. J'ai rencontré ces doulas. J'ai découvert leur monde. J'ai fait un beau cheminement, moi, de compréhension, en fait, de pourquoi j'avais vécu ben, cet accouchement, ce postpartum. Et puis, assez rapidement, en fait, je me suis dit, mais je veux devenir cette femme Mhm. pour les autres, en fait. Je veux devenir cette femme qui m'a tellement manqué. Et donc, c'est vraiment une genèse personnelle, en fait, dans mon vécu, dans ma chair de maman. Et puis, très rapidement, ça a engagé une voie professionnelle parce que moi, ça, je te parle de ces années, c'était 2016-2017. D'accord, oui. Euh, Moi, je suis entrepreneur depuis 2012. Donc, Mhm. en fait, c'était comme une évidence. Ben, que ça ouvre une voie professionnelle chez moi aussi. Et le fait que les doulas, ben, déjà, elles commencent à se faire connaître aujourd'hui Mhm. en 2025, mais il y a plusieurs années, elles étaient encore moins connues. Mais si tu veux, pour moi, ça n'a pas du tout été un frein de me dire ah bah non, c'est pas connu, je peux pas en faire mon métier. Pour Oui. moi, c'était une évidence en fait. Ok. D'ailleurs, quand on avait passé un entretien toutes les deux, enfin, on a passé un entretien téléphonique qui m'avait appris plein de choses d'ailleurs déjà à ce moment-là. Tu m'avais dit que le mot doula se prononçait de la même façon quasiment dans toutes les langues. Oui, absolument. J'aime beaucoup le dire ça parce que alors à partir du moment où on est sur un alphabet ben, comme le nôtre en fait et qu'on a des racines latines, le métier doula s'écrit toujours D-O-U-L-A. Tu vas aux États-Unis, tu vas au Canada francophone, tu vas en Amérique du Sud, tu vas dans d'autres pays européens, ne serait-ce que les pays du Nord ou les pays de l'Est, c'est doula, D-O-U-L-A. Alors selon les langues et les dialectes il y a des sons différents, mais ça Mhm. s'écrit toujours pareil. Et puis j'aime beaucoup dire que, alors aujourd'hui en tant que doula, on peut faire plein de choses, hein. Vraiment, on peut accompagner même de avant la grossesse jusqu'à très tard dans le postpartum. Mais on va dire la genèse du métier de doula, c'est quand même l'accompagnement de l'enfantement, être là en soutien avec la maman, pour la maman qui est en train de donner naissance. Et en fait, si tu regardes les gestes que font les doulas, les postures physiques que font les doulas un peu partout dans le monde en accompagnant les mères qui donnent naissance. Alors, je vais plutôt parler là, dans cet exemple-là, des mamans qui donnent naissance physiologiquement. Bah, Mhm. elles font à peu près toute la même chose en fait. Elles vont venir masser la maman, prendre soin de la maman, la soutenir, porter son espace, lui montrer une présence. Et ça a été très émotionnel en fait pour moi de réaliser ça. C'est partout dans le monde en fait. Potentiellement, les femmes peuvent être amenées à enfanter
plus ou moins de la même manière et avoir besoin plus ou moins des mêmes besoins pour traverser ce passage-là. Ouais, c'est quelque chose d'universel. Enfin, Mmh. ça peut être universel, quoi. Ça Est-ce peut. que d'ailleurs, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Est-ce que, par exemple, tu sais, il y a des grossesses parfois qui sont très à risque avec des problèmes de santé ou, par exemple, pour, parfois des triplés ou des voilà, des grossesses, on va dire, un peu atypiques. Est-ce que, et que tu sais, par exemple, dès le début que tu vas avoir une césarienne, tu vois? Ou parfois, je sais que pour connaître une personne qui a un problème de bassin, tu vois, parfois, c'est pas possible, donc on prend pas de risque et puis, est-ce que du coup, ces personnes-là peuvent se faire accompagner par une doula, en sachant qu'elles vont quand même, pas accoucher, naturellement? Absolument, oui, c'est pour ça que je D'accord, te parlais vraiment de la genèse du métier de doula, de d'accord. l'accompagnante, à la naissance. Mais si tu veux, aujourd'hui, la doula, elle accompagne tous les chemins de maternité. Là, tu m'as parlé de pathologie avec, on sait dès le début de la grossesse, Oui. la naissance médicalisée, par césarienne ou autre, des fois, elle est due entre guillemets au bébé, parce qu'il Mmh. y a des triplés, parce que ceci, parce qu'il y a une pathologie chez le bébé, mais aussi souvent, elle est due à des pathologies chez la maman. Mmh. Donc c'est vrai que très rapidement, même avant le projet de grossesse, même avant Mmh. que la maman soit enceinte, parfois dans des situations médicales avérées, les femmes savent, les couples Oui. savent que ça va être par césarienne. Et l'accompagnement d'une doula peut tout à fait, même vraiment être très 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 bénéfique en fait pour ces parcours-là. Une doula, c'est une professionnelle qui accompagne émotionnellement les femmes, les couples sur le chemin du devenir mère et du devenir parent. Donc Mmh. c'est un soutien émotionnel, c'est un soutien pratique, informatif, logistique parfois, selon les besoins, la demande des clients. Et ça, ben, peu importe, on va dire, le projet de naissance en tant que tel, la doula, c'est un fil rouge Mmh. qui a vraiment une place particulière en fait auprès des couples. OK. Donc là, ma question suivante, c'était que en quoi consiste vraiment le métier de doula? Et quelles Mm. sont les principales différences, surtout avec les professions médicales qui accompagnent la grossesse, et l'accouchement? Si tu peux donner des exemples de ouais, de différences. Par Ouais, exemple avec une sage-femme, avec, tu vois, pour bien qu'on comprenne. bien sûr, bah, la différence fondamentale, c'est que la doula n'a aucune formation médicale. D'accord. Donc, elle a aucune formation médicale et elle a aucune compétence médicale, de facto, OK. en fait. OK. Et donc, à partir de là, si tu veux, la scission, elle est vraiment franche. Oui. Sur les réseaux sociaux, tout ça, il y a souvent des posts où on vient mettre en parallèle le travail des sages-femmes et le travail des doulas. D'accord. Intéressant, mais ça peut venir faire grincer du côté des sages-femmes quand on dit, ben, les sages-femmes, elles font 100% du médical et puis les doulas, elles font 100% de l'émotionnel. Mmh. Oui, dans les très grands traits, on peut dire ça, mais en fait, les sages-femmes, parfois aussi, elles aimeraient bien faire de l'émotionnel. Donc, plutôt que de faire un comparatif, je préfère toujours expliquer le territoire de compétences des doulas et après, ben, il y a certaines compétences des doulas qui peuvent être connues ou être une appétence chez certains personnels médicaux ou Mmh. chez certaines professions médicales. Mais la réalité en France et surtout la réalité du métier de sage-femme au sens large du terme, parce que les gynécologues aussi suivent les femmes enceintes, mais on va dire les sages-femmes est quand même le métier approprié de base pour suivre les grossesses, on va dire classiques, c'est-à-dire non pathologiques, les grossesses physiologiques où tout va bien de base. Les doulas sont clairement là en parallèle pour accompagner l'émotionnel des femmes. La place de la doula, elle est particulière parce que elle est dans l'intime du couple, elle est dans l'intime de la future maman, et en même temps, c'est pas une amie, c'est pas une mère, pas une cousine, c'est pas une sage-femme non plus, évidemment. Y a aucun avis médical, d'ordre médical, il y a aucune attente de savoir médical auprès d'une doula. Donc la doula, elle est vraiment là pour prendre soin du cœur. La doula, elle est vraiment là pour venir je dirais presque remettre de l'humain, réhumaniser Oui. le devenir mère. Et ça, c'est rare en fait dans notre société. À une ère où les jeunes mamans, elles sont hyper connectées, elles savent beaucoup plus de choses et à toute petite échelle. Hein. Je vois aujourd'hui les nouvelles mamans qui sont enceintes pour la première fois, elles savent déjà tellement plus de choses que moi il y a une dizaine d'années en fait, quand j'étais enceinte de mon premier fils. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les mêmes ressources, on connaissait moins les doulas. Quand j'ai découvert le mot doula, j'ai évidemment je suis allée très vite sur les réseaux sociaux
pour voir est-ce qu'il y avait une doula proche de chez moi. En France, il n'y avait pas de doula sur les réseaux sociaux. Il y avait des doulas, mais en tout cas pas sur les réseaux sociaux. Je suis tout de suite allée voir les doulas francophones canadiennes et les doulas américaines parce que ben de l'autre côté de l'Atlantique, ils sont voilà, ils ont un train d'avance comme sur beaucoup d'autres sujets Mhm. et que les doulas sont déjà très intégrés en fait au parcours périnatal des professionnels qui peuvent accompagner les futurs parents. En France, ça Ouais, c'est un petit commence. peu différent. Et puis c'est vrai Mm. que pour le coup, on entend quand même beaucoup de femmes. Moi, tu sais, j'avais des cabinets où je recevais des personnes. Il y avait beaucoup de femmes qui venaient après leur accouchement avec enfin, un traumatisme, quoi. Enfin, qui l'avaient super mal vécu, qui avaient eu des moments, tu vois, où elles avaient été un peu heurtées de comment on leur avait parlé pendant l'accouchement, des choses comme ça. Enfin, c'est tout bête, hein, c'est une parole, mais je pense que les émotions, les hormones et tout sont tellement décuplées que voilà, c'était tellement dur que je pense que c'est bien quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et puis pour surtout respecter le choix des femmes. Parce qu'il y a des femmes qui veulent pas forcément avoir de péridurale. Il y en a qui ont pas envie. Ben, on a l'impression que si c'est un peu la solution, c'est comme ça. Et puis même si j'ai l'impression quand même que ça change un petit peu. Mais bon, Mm. Oui, tu parlais de trauma. En France, c'est 30% des femmes énorme. qui déclarent l'expérience de leur accouchement comme une expérience traumatique. Oui, c'est C'est énorme. c'est énorme. C'est quasiment une sur trois, quoi. C'est énorme. C'est Et, énorme. et quand on s'intéresse un petit peu au trauma, on se rend compte que c'est pas forcément l'acte en lui-même, même si parfois ça influence beaucoup, hein, mais Mhm. c'est pas toujours l'acte en lui-même qui va traumatiser Mhm. la femme, mais c'est plutôt la manière dont Mhm. ça s'est passé, C'est c'est ça. la manière dont ça a été vécu. Et là, évidemment, ben, il y a beaucoup de choses à remettre en perspective, et notamment la prise de pouvoir des mères, des femmes, sur leur expérience de naissance, et Mhm. de ne plus arriver à la maternité pour, je vais grossir le trait, mais pour que tes auditeurs comprennent Oui. bien, mais c'est un peu je viens à la maternité pour me livrer corps et âme au personnel médical parce que eux savent mieux quoi faire Mhm. pour faire naître mon bébé. Et d'un côté, je blâme personne parce que évidemment que il y a tout qui est fait, en France tout du moins, pour que les mamans et les futurs parents, parce que je parle aussi beaucoup du couple, Ouais, ouais. soit dans cette idée-là, soit dans cette idée que je vais à la maternité pour être prise en charge, parce que moi, je ne sais pas faire. Je ne connais rien, en fait. Ce sont les médecins qui Mhm. vont savoir faire naître mon bébé. C'est mon médecin qui va m'accoucher. Hein, on la Mhm. connaît toute, cette Ouais. expression. Ouais, c'est ma sage-femme qui m'a accouché, c'est mon gynécologue qui m'a accouché. Mhm. Bon, bah, si on fait juste pause et qu'on prend un petit peu de recul sur l'expérience, le corps de la femme, dans une grossesse physiologique, il est déjà très autonome en fait. Mhm. Le corps de la femme a réussi à faire grandir un bébé. Et puis en général, si on sait écouter le corps, le corps va savoir à quel moment ce bébé va naître. Et puis si tout est respecté, et si la physiologie en tant que telle est comprise de base, ou elle est connue de la part des jeunes parents, bah déjà il y a beaucoup de choses dans l'entrée, dans le début de la naissance qui sont facilitées. Et tout simplement, sans dévaluer les savoirs et les compétences du personnel médical, juste comprendre que les couples peuvent être beaucoup plus autonomes dans Mhm. cet empowerment de naissance, déjà par un savoir et déjà par commencer à engager une naissance sans être tout de suite dans ah mon Dieu, il faut que vite qu'on aille à l'hôpital pour être prise en charge et qu'on s'occupe de moi en fait. Mhm. C'est sûr que le changement, il vient aussi beaucoup par le savoir. Savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va probablement se passer, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, quelles sont les urgences. Là, je parle pas des urgences médicales en fait. Ouais, ouais. Juste, tu vois, il y a beaucoup de mamans qui sont encore dans ah, j'ai percé la poche des os, mais vite, j'arrête tout et on va le plus vite possible à la Ouais. maternité. Tu vois, c'est beaucoup dans les médias, dans l'imaginaire collectif, que l'accouchement est une urgence à gérer. Mhm. L'accouchement est dangereux et surtout, c'est extrêmement douloureux. Donc, il faut vite à l'hôpital pour faire taire cette souffrance Mhm. et être prise en charge par le personnel médical. Ben, la plupart des doulas, elles offrent juste une perspective. En fait, on dézoome et on regarde les autres possibilités qui existent. Mhm. La doula dit jamais
il faut que tu fasses ça ou il faut plutôt que tu fasses ceci. La Mhm, doula dit juste, est-ce que tu sais qu'il y a d'autres possibilités? Est-ce mhm, que tu sais qu'il y a des couples et des femmes qui font autrement et qui décident de faire autrement? mhm. Tu vois, donc il y a Ouais, ouais. beaucoup de transmission d'informations en fait de la part de la doula. Ouais, et puis quand j'ai préparé le podcast, j'ai vu que rien que le fait en fait de préparer, de te préparer à ça, d'avoir pas un plan, hein, mais de se dire ben tiens, peut-être qu'à ce moment-là je pourrais faire ça, etc. De se faire accompagner par des. J'ai regardé un petit peu des témoignages de personnes qui se sont fait accompagner par des doulas, et c'est vrai que il y a plein de femmes qui disent ben c'est vrai, j'avais fait un petit peu un plan pour mon accouchement et j'ai essayé de suivre. Alors j'ai pas tout suivi, mais en tout cas j'ai commencé à suivre des choses, ça m'a beaucoup aidé, etc. Donc en fait, peut-être aussi rien que le fait de parler avec quelqu'un, de se sentir comprise, d'avoir quelqu'un qui, ouais, qui connaît. Ouais, je pense que c'est super important. Mm. Et puis tu vois, la doula, le job numéro un de la doula, c'est de remettre donc ses clients, les futurs parents, au Mhm. centre de leur expérience. Ouais. La doula, elle leur dit jamais quoi faire ou comment faire. La Mhm. doula, elle leur pose la question, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce qui Ouais. est important pour toi? Comment tu as envie d'accueillir ton bébé et comment tu te projettes pour cette naissance? Donc, tu as parlé de plan de naissance, de projet de naissance. Ça, c'est quand même de plus en plus connu Mhm. en France et c'est génial. Mais la définition même, le rôle du projet de naissance, il reste encore assez peu connu. Un projet de naissance, c'est pas un menu du restaurant où on choisit, tu vois, et puis Alors, 8h30. et puis on peut pas suivre comme ça, c'est pas du tout ça. Ouais, Un ouais. projet de naissance, c'est pas des exigences. Ça peut dans Mhm. certains cas. Mais un projet de naissance, c'est surtout ben, s'ouvrir à un chemin personnel, un Mhm. chemin intime, un chemin de couple sûr. OK? Et si c'est moi qui ai le droit de décider, qu'est-ce que je vais choisir en fait? Et la Mhm. numéro un, elle est là parce que la plupart des couples aujourd'hui ben, qui connaissent même pas la naissance respectée, qui se sont jamais posé la question comment ils ont envie de donner naissance à leur bébé, la première question, elle est là, c'est si tu avais le choix, qu'est-ce que tu choisirais? Parce que c'est d'abord ça qui, qui agit sous forme de leurre, en fait, Mhm. pour les futures mamans, c'est qu'elles se posent pas la question d'avoir le choix parce qu'elles pensent d'office qu'elles ont aucun choix. Il y a encore beaucoup de femmes aujourd'hui, surtout des premières mamans, des premières femmes qui sont enceintes pour la première fois, Oui. qui imaginent que la péridurale est obligatoire, qu'elles n'ont pas le choix en fait. Mhm. Et donc, ben, là, si tu veux, enfin, c'est une évidence qu'il y a un manque d'informations Ouais. tangibles sur quels sont tes droits. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as le droit de faire ou qu'est-ce que tu as le droit de demander? C'est clair. Et quand on parle d'accouchement respecté, qu'est-ce que ça signifie pour toi et quels sont les éléments essentiels pour que la femme se sente actrice en sécurité dans ce moment? Hmm. Parce que du Ça- coup, j'ai vu beaucoup ce terme revenir dans les choses que j'ai lues et j'ai d'ailleurs dans l'entretien téléphonique, tu m'avais beaucoup parlé d'accouchement respecté. Donc je me suis dit que ce serait bien qu'on en parle et que tu dises un petit peu comment les femmes peuvent reprendre un peu leur rôle Mais dans oui, leur avec accouchement. joie. C'est super important. D'ailleurs, je préfère utiliser le terme naissance respectée Ok, que accouchement physiologique parce qu'en fait, dans naissance respectée, il est beaucoup plus large. En fait, dans la naissance respectée, ça englobe aussi, par exemple, les naissances par césarienne. Moi, d'accord, ok. tu vois, je suis une grande militante de la naissance césarienne. Qu'on peut appeler césarienne douce ou césarienne humanisée. Moi, j'aime juste la césarienne consciente, en fait. Oui. Euh, on parlait à l'instant de savoir quels sont mes droits, quels sont les choix que je peux avoir. Et donc déjà, quand c'est une grossesse physiologique et où que globalement, il y a aucune problématique avérée pour aller donner naissance à ce bébé, la plupart des femmes, elles connaissent pas leurs droits et elles ont l'impression qu'elles n'ont pas le choix. Mhm. Alors t'imagines les mamans à qui on dit bah, ce sera césarienne programmée, t'imagines que là, le fait de se poser la question est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'ai le choix de quelque chose, Mhm. ça vient même pas Non, bah non. ben oui, parce que dans la césarienne, si tu veux, même physiquement, ben, on est sur une table d'opération, on est dans un bloc opératoire, c'est le chirurgien et les infirmières, voilà, qui entre guillemets, font naître le bébé. Et donc, ben, on est encore, dans l'imaginaire collectif, on est encore moins actrice de la naissance. Mhm. D'ailleurs, il y a beaucoup de dépression du postpartum chez les mamans césarisées. Petite parenthèse d'ailleurs, parce que c'est un chiffre super important, la dépression du postpartum, c'est 20% en France. Mhm, ok. Donc c'est une maman sur cinq. Ok. Et donc on en parle de plus en plus, mais
Et Elle est due souvent à quoi? Ça peut être dû à une baisse d'hormones ou ça peut être dû à un traumatisme? alors, il y a À quoi c'est dû? ouais, il y a des facteurs favorisants. S'il y a des Mmh. terrains déjà psychologiques ou psychiatriques qui sont avec des femmes qui ont déjà eu des épisodes dépressifs dans leur vie, en Ouais, dehors de la périnatalité, déjà ça, OK. c'est un facteur favorisant. Mais il y a des femmes qui n'ont jamais eu qui n'ont jamais fait de dépression dans leur vie et dont la dépression du postpartum leur tombe dessus. Mmh. Donc il y a une grande part de non explicative, on va dire, D'accord, dans OK. le vécu de la dépression du postpartum. Et c'est pour ça qu'elle est aussi mal diagnostiquée, y D'accord. compris par le personnel médical et les médecins généralistes, parce qu'il y a une sorte de banalisation, en fait, des difficultés du postpartum. Il y a une banalisation par la mère elle-même. Alors ça, je dirais, c'est la première étape, où ben, tout le monde lui fait dire, mais c'est normal que tu sois fatigué, mais c'est normal que ce soit difficile, oh, mais pense un peu à autre chose, etc., etc. Donc il y a une sorte de négation du ressenti personnel. Et puis, si la femme, si la jeune maman arrive à passer le pas d'aller en parler à sa sage-femme ou à son médecin traitant et qui lui dit bah c'est normal hein, votre bébé il dort pas, ça ira mieux plus tard, ou si malheureusement, je dis malheureusement mais je mets des gros guillemets là-dessus hein, parce que c'est affolant, malheureusement si la maman a choisi d'allaiter, bah, si on est sur des médecins généralistes qui sont encore moins informés que les sages-femmes sur l'allaitement maternel, ben le coupable est tout trouvé. Mais madame, arrêtez de l'allaiter 10 fois par nuit et puis dormez et vous irez mieux. Donc, si tu veux, il y a une sorte de culpabilité, Mmh surculpabilité mh. déjà ressentie de la maman. Donc, la dépression du postpartum, les 20% officiels, euh, il y a des grandes chances qu'ils soient même sous-évalués parce que c'est 20% de diagnostics avérés de dépression du postpartum. OK. Il y a aussi beaucoup, ben, c'est quand même assez corrélé sur le vécu de la naissance, Mmh mh. parfois le vécu de la grossesse. Comment la maman s'est sentie, comment elle s'est sentie dans son cœur, dans ses émotions, comment c'était vivant en fait pour elle cette grossesse-là. Si ça a été des difficultés, des grosses difficultés émotionnelles, psychologiques durant la grossesse, avec un accouchement traumatique, Mmh. qu'il ait été hyper médicalisé ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des naissances qui peuvent être très rapides, sans péridurale, mais qui peuvent être absolument traumatiques pour la maman en termes de vécu. Ben là, comme on va dire, il y a tous les feux qui sont allumés pour aller dans une direction d'un postpartum difficile, voire pathologique, avec une dépression du postpartum. OK. Euh, tu me parlais de la baisse d'hormones. Il faut faire une différence entre le baby blues et la Mmh dépression du postpartum. mh. Ouais, d'accord, OK. Le baby blues, il est engagé par le grand 8 hormonal, naturel, physiologique du corps en postpartum, avec les hormones de grossesse qui chutent, Mmh. les hormones d'allaitement qui augmentent si la maman a choisi d'allaiter son bébé, le cycle hormonal voilà, qui est tout en pause, on va dire, et puis tous les changements inhérents à l'arrivée d'un nouveau bébé dans une vie. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ce passage qu'on appelle baby blues, Mmh. qui est tout à fait normal et qui ne dure pas, et qui est quand même corrélé assez vite au postpartum immédiat. La OK. dépression du postpartum, c'est vraiment un état psychologique pathologique qui nécessite de l'aide du personnel médical. Une doula, par exemple, puisqu'on parle des doulas, une doula ne prend pas en charge. Déjà, la doula ne prend jamais en charge la santé mentale d'une mère, mais encore moins une dépression du postpartum. La doula, elle peut venir aider la femme à se rendre compte de son état, qui peut être un état différent d'un état habituel, ou qui peut être un état qui lui rappelle un état dépressif antérieur. Mmh. Et la doula peut l'aider avec des contacts ou en l'accompagnant dans les démarches à consulter un professionnel de santé, psychologue spécialisé en postpartum, psychiatre en cas de besoin. Mais si Mmh. tu veux, la dépression du postpartum, c'est vraiment, ça nécessite une prise en charge. J'ai j'ai juste une question, je te coupe. Est-ce que, on a des chiffres, par exemple, sur les je parle des dépressions, hein, pas du baby blues, hein. Pas enfin, du coup, vraiment la dépression postpartum. Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à, par exemple, les pays occidentalisés?
et ceux qui ne le sont pas. Est-ce que, du coup, c'est plus fréquent dans les tu vois, dans les pays, développés? Est-ce que enfin, tu vois? Est-ce qu'on a un petit peu des chiffres comme ça qui peuvent montrer que peut-être, il y a aussi quelque part, des choses qui viennent un peu de notre mode de vie? Mmh. C'est très intéressant. J'ai pas les chiffres à te donner Ouais. malheureusement, mais par contre il y a beaucoup de témoignages et de comparaisons par rapport au devenir mère des sociétés autochtones, par exemple. Ouais, d'accord, OK, Là où intéressant. les familles vivent en groupe, il y a une expression que tu connais sûrement, c'est: «Il faut un village pour élever un enfant». Mmh. Moi j'aime bien dire: «Il faut aussi un village pour devenir mère», en fait. Le travail des doulas, c'est d'accompagner les mères. On materne les mères pour qu'elles puissent materner leur bébé. Donc Mmh. évidemment que la finalité, c'est aussi une enfance, préservée et une première année, douce parce que, ben, forcément si on a une maman qui va pas bien, ça peut être difficile aussi pour un bébé d'aller bien. Mais dans ce chemin du devenir mère, plus il est respecté dans sa lenteur, dans son sacré, dans toute la vision holistique que peut nécessiter un changement de vie, en fait, la matrescence, le terme la matrescence, c'est corrélé à l'adolescence. Mmh. Donc l'adolescence dans les écrits, dans notre monde occidental, reconnu être un passage délicat voilà, sur tous les sujets qu'on connaît. Mais en fait, la matrescence, c'est le pendant de l'adolescence au moment où la femme devient mère. Et en OK. fait, c'est pas encore le cas, mais ça le devient de plus en plus grâce à plein de femmes et d'hommes qui militent, qui écrivent et qui font connaître ce mot-là Oui. et qui expliquent, qui légitimisent en fait les besoins, le rythme, la particularité de ce moment clé dans la vie de certaines femmes, parce que toutes les femmes évidemment ne deviennent pas maman, mais en tout cas celles qui le deviennent, eh bien devenir maman, c'est pas comme ça. On ne devient pas maman. Certaines le vivent facilement, et pour beaucoup, Et c'est du plus et du coup, tu parlais de la comparaison avec l'adolescence. non, non, avec, les autochtones, enfin, tu sais Oui, qui oui, avec les autochtones, eh bien en fait cette matrescence, elle est plus douce, elle est plus normalisée en fait. d'accord. Dans certaines cultures, on va dire, qui ont gardé certains soins ancestraux, certaines compréhensions de cette matrescence, une certaine connaissance aussi. En Mmh. fait, les femmes, elles se reposent durant les 40 premiers jours. Il y a le Mmh. mois d'or, il y a les relevailles. Pendant un mois minimum, la maman, elle reste couchée ou elle est au ralenti. Son Mmh. travail, c'est de se reposer et de s'occuper de son bébé. Aujourd'hui, tu écoutes les Françaises, enfin les mamans qui habitent en Mmh. France, parce que c'est ces femmes-là que je connais et que Ouais. j'accompagne. Euh, il y en a combien qui te disent que les 40 premiers jours, elles ont pu rester chez elles, dans leur lit, on leur servait à manger, on venait les chouchouter, les masser, on venait les écouter, on venait leur mettre une main sur l'épaule pour qu'elles pleurent tout ce qu'elles aient à pleurer. Enfin, quelles femmes aujourd'hui en France ont la possibilité de vivre ça? C'est un pourcentage infime. C'est Et, clair. les doulas aident ça, Mmh. aident à OK. prendre conscience de ça. Vraiment. Ouais, je trouve que c'est important de le dire parce qu'au final, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à ces dépressions, qui sont, bah, parce qu'on respecte pas, en fait, le rythme de la femme, tu vois? Et qu'elles sont complètement elles doivent se remettre directement en action. Il y en a pour certaines qui doivent retravailler très tôt Bien et sûr. j'imagine que ça doit être, tellement difficile, déjà rien que de avec la fatigue, puis de laisser son bébé, puis enfin, tu vois? Je pense que c'est pour ça que je te posais la question parce que je me doutais, j'ai pas lu de choses là-dessus et je vais me renseigner, mais je pense que oui, il y a certains endroits où du coup, ben, comme tu le disais, il y a encore des choses qui sont mis en place et je veux dire si c'est comme ça depuis des milliers et des milliers d'années, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a coupé et qui est plus respecté, tu vois? Dans le rythme justement d'une femme. Le noyau familial, et puis juste avant que tu me poses une autre question, c'est pas que le postpartum. Il y a vraiment un continuum en fait. Tu vois, quand dès la grossesse, la femme elle est pas respectée dans son rythme, parce Oui. qu'on lui dit la grossesse n'est pas une maladie, il faut que tu continues de bosser, il faut que tu continues de bosser, puis qu'elle a pas le temps elle a pas le temps de s'incarner en fait dans la grossesse qu'elle est en train de vivre, et puis que elle arrive épuisée à son congé mat, et puis et qu'elle vit un accouchement où elle était pas définitivement pas prête en fait, Mmh. parce que les cours de prépa à l'accouchement, ils commencent globalement vers le début du congé mat, mais en fait la projection
du devenir mère, il commence pas une fois qu'on est en congé mat. Mm, mm. Il commence des fois bien avant la grossesse. Donc, c'est tout ce continuum qui a resacralisé, qui a réhumanisé, et pendant la grossesse, et pendant la naissance, et pendant le postpartum. Mm, C'est pas que le postpartum avec la solitude des mères, avec le fait qu'elles soient déjà pressurisées dès la sortie de la maternité. mm, C'est tout l'expérience du devenir mère qui doit être reconscientisée, réhumanisée dans, oui, dans la lenteur, dans le précieux et dans le fait de s'autoriser à être au centre de cette expérience pour vivre. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi mm, aujourd'hui? mm. Oui. Quel impact positif observes-tu chez les femmes et les couples qui choisissent d'être accompagnés par une doula tout au long de la grossesse et du postpartum? Hmm. Elles se sentent plus légitimes, elles se Mmh. sentent plus libres, elles se sentent plus fortes. Ça, c'est, je dirais, accompagnées par une doula. L'effet positif numéro un, c'est qu'elles se sentent actrices Mmh. de leur expérience. Et peu importe la naissance, que ce soit une naissance physiologique souhaitée, bien sûr, mais on parlait tout à l'heure des césariennes programmées, c'est aussi le cas. Une doula qui accompagne un couple dans leur choix de césarienne programmée avec ce qui est possible de faire dans le bloc opératoire, il va y avoir un vécu beaucoup plus positif. Parce qu'en fait, même si elles sont dans le bloc opératoire, elles restent actrices de cette naissance qui est nécessaire, la plupart des cas, pour les Mmh. césariennes programmées avec une pathologie avérée, bien sûr. D'accord. Donc, elles se sentent actrices dans leur devenir mère. Et si tu veux, c'est un terreau hyper fertile pour vivre un postpartum plus légitime avec, alors évidemment, en tant que jeune maman, on a toujours des périodes de doute, des périodes d'épuisement, un sentiment d'illégitimité sur certains points. Mais en fait, vivre une naissance respectée, qu'elle soit médicalisée ou non, ça vient mettre quelque chose dans le cœur de la maman qui dit je suis capable. Et une maman qui part avec ce point de départ je suis capable, bah, ça change tellement de choses en postpartum en Mmh. fait. En tant que doula, on ne donne pas de la force à notre cliente, juste on lui permet de déployer sa propre force qu'elle a à l'intérieur d'elle. On lui Mmh. laisse l'espace en fait pour pour se mettre au centre, pour faire ses choix, pour devenir mère plus consciemment, avec plus d'elle-même en fait. Et ça change tout. OK. On va venir à une question qui me tenait à cœur, qu'on aborde. Comme dans beaucoup de domaines, liés au bien-être et à la santé, il peut y avoir des dérives. Quelles sont selon toi les limites, du rôle d'une doula et les points de vigilance, pour éviter les excès ou les pratiques, problématiques par rapport à Ouais, ça? merci Barbara de me poser cette question. Ouais, non, mais je pense que c'est important parce que, bah, du coup, pareil, j'ai fait un petit peu des recherches. Il peut y avoir des choses qui sont pas normales non plus parce que, du coup, tu vois, quand tu joues sur l'émotionnel des femmes, elles parlent de la naissance de leur bébé, et cetera. Elles sont dans l'émotion, elles ont envie de faire le mieux possible et tu vois, il y a des personnes qui abusent et qui arrivent à abuser de ça. C'est ça qui me choque le plus, c'est que tu arrives à prendre, tu sais, limite ta part du gâteau sur quelque chose d'aussi, primaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est la naissance d'un enfant, voilà, tout le monde le sait, c'est quand même, pour une femme, je pense, c'est le moment de ta vie. Donc, enfin, après, il y a des femmes qui ont pas envie d'avoir d'enfants et je respecte tout à fait ça. C'est pas du tout un jugement de valeur. Mais pour celles qui ont vraiment envie d'en avoir ou pour celles qui essayent d'en avoir, qui arrivent pas à en avoir, le jour où elles sont enceintes, c'est vraiment. Mais, enfin, moi, ma maman, elle a vraiment. Galéré pour avoir des enfants. Alors, elle en a eu beaucoup parce qu'elle a fait voilà, des grossesses in vitro, etc. Mais du coup, je sais un peu ce que c'est ce parcours-là. Elle a eu 4 césariennes. Enfin, tu vois, c'était vraiment un gros challenge pour elle. Je pense que voilà, elle a toujours voulu faire le mieux et qu'à ce moment-là, elle aurait pu être très bien, enfin, emboucanée dans quelque chose, Hmm. tu vois. Même si elle a beaucoup de caractère, etc. Mais t'es tellement dans l'émotion de vouloir des enfants que tu vois, ça peut être vite. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent en profiter, quoi. Absolument. Et c'est fondamental en fait, cette question. Je dirais pour les doulas, il y a comme deux réponses. Il y a les limites à l'extérieur des doulas, c'est-à-dire que le cadre de pratique professionnel des accompagnantes à la naissance, il est déterminé. En plus, récemment, il y a eu un colloque, un travail de co-création entre les différentes associations françaises des doulas, entre les différents organismes de formation de doulas. Donc on s'est vraiment tous rassemblés pour travailler pendant presque 9 mois sur l'édition d'un texte, d'un code éthique des doulas. Donc si tu veux, le cadre
de pratique, il existe. Donc après, les limites professionnelles, elles sont évidentes, à commencer par jamais rien de médical. Jamais. Mhm. Donc ça, si tu veux, il y a assez peu de flou sur qu'est-ce qu'une doula a le droit de faire et qu'est-ce qu'une doula n'a pas le droit de faire. Donc ça, c'est vraiment les limites, je dirais, en dehors de la doula, sur son périmètre professionnel. Et puis, il y a surtout, et je pense que c'est ça que tu voulais soulever dans ta question, il y a les limites internes à la doula, Mhm. les éthiques, les valeurs, et puis surtout, pourquoi la doula fait ça. Et aujourd'hui en France, le métier de doula est un métier non réglementé. La seule manière de travailler en tant que doula, c'est en tant que professionnel libéral, profession libérale. Et donc, si tu veux, si demain ta voisine qui a regardé une émission sur la césarienne respectée veut devenir doula, il suffit juste qu'elle mette une petite plaque doula sur sa porte et puis elle est doula. Et D'accord. évidemment que ça pose des grandes questions parce que il y a pas de chemin, il y a pas d'éducation, il n'y a pas de compréhension sur la posture interne que ça nécessite d'être une doula. Comment je fais pour accompagner la maternité et la vie d'une autre femme si moi, jamais personne ne m'a accompagnée? Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas juger? Qu'est-ce que ça veut dire écouter l'autre avec bienveillance et sans jugement? Et tout ça, en fait, ça se travaille. C'est un vrai travail personnel qui va venir parfois ouvrir des côtés assez sombres de la formation doula. Hein. Dans l'école doula des lunes, il y a un vrai travail de développement personnel, de shadow work, où on vient questionner franchement le syndrome de la sauveuse. Pourquoi tu veux venir doula? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir être doula? Et est-ce que vraiment, si tu te regardes là en face, sans barrière, est-ce que c'est pas un petit peu parce que tu veux sauver toutes les femmes du traumatisme que tu as toi-même vécu? Mhm. Et ça, c'est souvent une énergie de départ. Mais si on la travaille pas, si on l'éduque pas, cette énergie de départ, que j'ai eu d'ailleurs, hein, parce que quand je me suis dit, ah, mais je veux devenir doula parce que je veux devenir cette femme qui m'a tellement manqué, bah, j'avais mon petit drapeau de la sauveuse qui s'est activé en fait. Je voulais pas, je voulais empêcher aux autres mères de vivre toute la souffrance et toute la solitude que moi j'avais vécue. Mhm. Mais évidemment que être une doula activée uniquement par un syndrome de la sauveuse, ben, t'es sûr à 100% de pas être dans la juste posture. C'est pas ça être doula, c'est pas sauver les gens. Nous, on sauve personne. Et s'il y a quelqu'un qui doit être sauvé ou qui doit se sauver, c'est la cliente elle-même qui va le faire pour elle-même. Mhm. Nous, on est des éclaireuses, on est des facilitatrices, on vient porter l'espace avec plus de conscience, plus de douceur, pour que les parents puissent faire des choix en conscience. Donc les limites et les dérives, elles existent, et c'est globalement des femmes qui n'ont pas conscience de ce que nécessite vraiment la posture de non-jugement, de bienveillance, et puis qui sont clairement animées par des croyances très personnelles, par une volonté peut-être de venir guérir en elle ce qui a besoin d'être guéri et elle le transfère dans une relation professionnelle. Mais je sais que tu comprendras que c'est pas lié au métier de doula, c'est Mhm. lié à l'accompagnement global, non réglementé, peu importe le métier. Et je dirais même, j'ose le dire, même pour les professions réglementées, il y a des dérives partout en fait. La violence, même très joliment enrubanné d'une relation professionnelle client pour les doulas ou professionnel patient pour le personnel médical, des dérives, il y en a dans tous les métiers, des violences psychologiques, il y en a dans tous les métiers, des professionnels qui viennent mettre une sorte de mainmise sur une personne dans une situation émotionnelle délicate, il y en a dans tous les métiers. C'est juste qu'en France, vu que le métier de doula, il est non réglementé et qu'il est assez nouveau et qui vient mettre un peu de mouvement dans un ordre protocolaire médical très établi sur comment doit se dérouler un accouchement et quel est le rôle des parents et quel est le rôle du personnel médical, bah là ça vient faire un peu plus de vagues. Donc il y a beaucoup de doulas qui sont, et puis le monde des doulas d'une manière générale, il est attaqué assez facilement avec des grands mots de dérives sectaires, etc., etc. Je dis pas que ça n'existe pas. Ça Oui. existe. Et comment se prémunir de ça? Parce que tes auditeurs qui vont nous écouter en disant bah oui, ça existe et du coup ben j'ai un peu peur du Oui, coup c'est de ça. tomber Comment sur la tu fais mauvaise. pour séparer un petit peu les choses et tu vois, comment Bah, tu fais pour reconnaître enfin, les choses à regarder, quoi.
Bien sûr. Alors, la première des choses, c'est rencontrer sa doula et Mhm. rencontrer plusieurs doulas. La plupart des doulas, elles proposent des rendez-vous voilà, de rencontres qui sont non engageants. Et choisir sa doula, c'est d'abord un choix du cœur. Mhm. Si ça dit non ou si ça dit bof, c'est pas la peine d'aller plus loin en Non, fait. c'est clair. C'est comme si tu fais garder ton enfant, quoi. Exactement, exactement. Si tu la sens pas, laisse-le. Non, non. Exactement. Donc, il y a déjà un choix du cœur qui doit se faire, une rencontre. Et puis, il y a aussi un choix intellectuel, un choix plus réfléchi. Et ça, ben, il y a des choses tangibles, en fait. Il y a des associations, des doulas, il y a des annuaires qui sont répertoriés avec des doulas formés. Et puis surtout, il y a les avis clientèle. Mhm. Doula qui n'a aucun avis clientèle visible, Oui. lisible, et qui ne peut pas vous donner le contact de deux ou trois de ses anciens clients que vous pouvez contacter pour avoir un retour, voilà, ça peut être difficile. Il y a aussi un moyen de rencontrer des doulas formés, c'est aussi de prendre contact avec les organismes de formation. Nous, chez Doula des Lunes, nos étudiantes font des stages. Alors évidemment, quand elles commencent en tant que stage, elles n'ont pas d'anciens clients, donc elles peuvent Oui. pas avoir des Elles font tout retours seul. clientèle à donner. Mais par contre, elles sont dans le cadre d'une pédagogie, d'un organisme déclaré, qui a une ancienneté. Nous, on forme actuellement notre 5e promotion. Bon, voilà, il y a quand même Oui, des choses. maintenant, ça commence à avoir, il y a une assise aussi, quoi. Exactement. Et donc, le période de stage dit aussi tutrice de stage, qui peut être contactée en cas de besoin. Donc voilà, je dirais ne pas se laisser envahir par la peur du bah c'est pas connu, il y a probablement que des charlatans, mais ne pas non plus y aller en mode cuicui les petits oiseaux avec la personne qui te dit je suis doula, avec moi tu auras ta naissance physiologique. Mhm. Non, des doulas qui vous promettent des choses, déjà ça c'est un gros red flag en fait. La Mhm. doula, elle promet rien. Ou la seule chose qu'elle peut promettre, c'est d'être disponible pour sa cliente et de faire du mieux possible pour répondre à ses besoins. C'est la seule chose qu'elle peut lui promettre. Mais si c'est des doulas voilà, qui sont déjà en guerre avec plein de monde et notamment les hôpitaux, attention parce que finalement, le combat, il prend racine où chez ces Mhm. femmes-là, en fait? Ben, on va parler d'ailleurs de la création de ton école. Donc, quelle vision tu portes pour l'avenir du métier de doula et comment aimerais-tu voir évoluer la place des doulas dans la société et dans les parcours de naissance? Et peut-être aussi que tu peux aussi peut-être dire comment on fait pour être formé, le temps Hmm. de formation, etc. Si tu veux un petit peu en parler, c'est des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de devenir doula. Bah, merci beaucoup Barbara. L'école Doula des Lunes, moi je l'ai créée parce que ça aurait été la formation que j'aurais rêvé de trouver au moment Mhm. où je me suis mise à chercher une école de doula. On propose une vision proximale, holistique, sacrée du devenir parent, du devenir mère. Aujourd'hui en France, il y a plein de chemins pour devenir doula. On l'a dit plusieurs fois, c'est pas un métier qui est réglementé. Donc du coup, il y a autant de couleurs d'école que d'écoles. Et donc, Oui. ben, mon meilleur conseil à des femmes qui nous écouteraient et qui se poseraient la question de comme j'ai envie de devenir doula, quelle école choisir, ben, ça serait d'aller rencontrer ces écoles, d'aller parler avec les formatrices, d'aller rencontrer des anciennes étudiantes des écoles pour essayer de comprendre quelle vibration est propre à chaque organisme de formation. Ok. Et puis ma vision pour les doulas en France, bah, elle est teintée de beaucoup d'empowerment en fait, parce que aujourd'hui, en 2025, alors, moi j'évolue hein, évidemment, j'évolue à chaque promotion que je forme, j'évolue en tant que doula, en tant que formatrice. Aujourd'hui, je suis plus vraiment dans une recherche de reconnaissance. Je l'ai longtemps été. Je crois avant la reconnaissance du métier de doula, c'est important qu'il y ait la connaissance du métier de doula. Et aujourd'hui, ben, les futurs parents ont besoin de connaître les doulas, de connaître correctement le métier de doula, et puis surtout les professions médicales qui entourent déjà de manière tout à fait légitime les futures mamans, les femmes et les jeunes parents, et bien que toutes ces professions réglementées médicales et paramédicales connaissent correctement le métier de doula, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait jamais, et de quelle manière on accompagne les parents et les futures mamans qui font appel à nous. Et donc, cette vision pour les prochaines années en France, dans le métier de doula, je pense que le métier de doula va de plus en plus exploser parce que les femmes en ont besoin, parce que les femmes sont en demande de ça, de cette réappropriation de leur chemin, en fait, du devenir mère. Il y a énormément de couples en PMA.
On a surtout parlé de l'accouchement et du postpartum, mais les doulas peuvent aussi bien évidemment accompagner la période préconceptionnelle. Dans la PMA, oui, les couples sont très suivis, même over suivis d'un point de vue médical, mais qui prend soin de leur cœur en fait? Qui est là pour les accompagner dans les hauts et les bas émotionnels et parfois les très très hauts et parfois les très très bas que nécessite, enfin c'est inhérent au parcours préconceptionnel de la PMA. Les doulas sont là et il y a vraiment une énergie d'empowerment. Remettre les femmes au centre de leur choix, de leur vécu et se sentir légitime, évidemment, de prendre soin d'elles-mêmes, de prendre soin de leur cœur. Oui, c'est ça, réhumaniser le parcours maternel. Je crois que c'est vraiment c'est comme ma mission en Mais tant que doula. c'est chouette, c'est un beau parcours, c'est une belle mission, on va dire, hein, en tout Mm. cas. Je trouve ça bien ce que tu viens de dire et surtout je me dis, pour moi, pour interviewer beaucoup de personnes du monde, médical, je sais que parfois il y a un petit gap, parce que c'est pas que ça concerne pas que la maternité, hein, que les doulas, mais c'est vrai qu'il y a toujours, ils ont un peu de mal parfois à croire en certaines choses, qui sont, des médecines alternatives ou tout ça. Mais je me dis qu'en fait, ce qu'il faut se dire quand même, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse, il y a de plus en plus de monde sur qui ça fonctionne, et que l'un n'empêche pas l'autre du tout, parce qu'en France, on a une chance incroyable, et pour être beaucoup parti à l'étranger, je sais quel système de santé on a, hein, parce que c'est quand même, là, on dit des choses qui sont négatives, mais c'est incroyable de pouvoir quand même accoucher à l'hôpital, que si ton bébé il a le moindre problème, tu vois, il peut être soigné, toi, tu peux être prise en charge si tu as quelque chose, enfin, c'est hyper important. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres méthodes, il y a aussi, voilà, et je pense qu'il n'y en a pas une qui annule l'autre. Et au contraire, je pense que comme tu le dis, c'est un accompagnement différent du corps médical et ça peut être super pour une maman, quoi. Absolument. J'ai envie de finir notre rencontre en parlant des sages-femmes. Il y a souvent, de par cette méconnaissance du métier de doula, il y a souvent un flou entre soit la sage-femme, soit la doula. Mais en fait, c'est pas du tout question de ça. C'est pas la sage-femme ou la doula, c'est la sage-femme et la doula. Parce que déjà, on n'est jamais trop nombreux pour prendre soin des futures mamans et des jeunes mamans, et que fondamentalement, même si on s'occupe de la même personne, on n'a pas les mêmes lunettes, on n'a pas le même savoir, on n'a pas le même... Alors le savoir-faire, ça c'est une évidence, mais même en tant que savoir-être et en tant que cadre de pratique, tout est différent, absolument tout est différent. On n'a pas le temps, je crois, d'aborder ça, mais la doula se déplace à domicile, la doula fait des séances longues, la doula accompagne sur le long terme si c'est le besoin des clients. Ça peut se compter en presque une année d'accompagnement à plus ou moins fréquence régulière. Ça n'a rien à voir en fait avec un suivi médical classique et nécessaire. Les femmes qui découvrent ce que leur apporte, ce que leur offre vraiment la présence d'une doula, elles retournent pas en arrière en fait, parce que ça vient connecter à ce qui nous manque terriblement dans notre société, c'est ce sacré de l'instant présent en fait, la pleine conscience de ce qui se passe actuellement dans ma vie, dans mon corps et dans mon cœur de maman en devenir. Mais en tout cas, on termine là-dessus et merci beaucoup Elodie d'avoir répondu à toutes mes questions. Je tiens à dire que sous ce podcast, il y aura le lien vers ton site, il y a le lien vers tes réseaux sociaux, donc que les gens n'hésitent pas à aller te suivre. Et d'ailleurs, s'ils ont d'autres questions, j'imagine qu'ils peuvent t'écrire pour que tu puisses y répondre. Et si les gens sont intéressés aussi par la formation, qu'ils n'hésitent pas. Il y aura aussi une newsletter où on présentera du coup le résumé du podcast avec il y aura aussi un petit article sur toi et il y aura un article sur le thème de la semaine. Donc voilà, j'encourage aussi les femmes à s'inscrire à la newsletter. Et je te dis merci beaucoup. Et à Merci bientôt, Barbara. peut-être pour autre chose, mais en tout cas, merci. Avec joie, bye bye. Bye bye. Merci à Elodie pour ce partage passionnant sur le rôle des doulas et sur l'importance de l'accouchement respecté. J'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre les enjeux autour de la naissance, entre accompagnement bienveillant, choix éclairé et vigilance face aux dérives. Si cette conversation vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Prenons soin de nous, de nos corps et de nos histoires de naissance. À très vite.